Voilà, d'accord. Bonsoir, chers auditeurs de l'association Aldéran. Ce soir, nous sommes réunis donc pour une soirée zététique. Le cercle de zététique est une émanation de l'association d'Aldéran. Donc, c'est une association de philosophie. Le cercle zététique de Toulouse donc existe depuis au moins une dizaine d'années, sinon plus. Et donc, nous organisons des colloques et des conférences mensuelles. Et ce soir, nous allons vous faire connaître un aspect de la zététique moderne. Pour, parce que vous savez qu'en première approximation, on peut définir la zététique comme l'art du doute, ainsi qu'Henri Brock l'a fait, père de la zététique en France. Et comme toute chose, les méthodes de la zététique avancent aussi, hein, comme la démarche scientifique n'est pas exactement pareille qu'il y a 500 ans et aujourd'hui. Donc, un des aspects de la zététique qui va être développé ce soir. Et nous remercions donc Nicolas Martin, ici présent, qui va nous développer cet aspect entre la zététique et les probabilités. Nicolas Martin, donc, il est euh, écrivain scientifique, donc, et qui a un blog qui s'appelle Mon œil. Et donc, ça sera peut-être, il sera peut-être un futur enseignant à l'INSA de Toulouse. Donc, plus en avant que ça, je le laisse se présenter lui-même. Eh bien, pour à peu près une heure, ça sera donc à Nicolas de faire sa conférence. Et pendant la conférence, vous pouvez poser vos questions par chat. Et ensuite, après la conférence, vous pouvez continuer à poser vos questions par chat. Et ceux qui sont les Happy Few qui sont sur Zoom, éventuellement, ils peuvent poser leurs questions en direct, donc d'une manière interactive. Eh bien, après cette petite introduction, je laisse la parole à Nicolas Martin, ici présent. Merci Nicolas, tu peux commencer. Ben, merci à vous déjà. Merci à toute l'équipe d'Aldéran de m'avoir invité pour cette conférence. Donc, en particulier Nesset et Eric Lowen qui m'ont très gentiment invité à donner cette conférence. Alors, pour la petite histoire, la conférence, elle vient d'un article que j'avais écrit à la base pour le site du Cortex. Donc, le Cortex, c'est un groupe universitaire à Grenoble qui travaille sur les sujets de l'esprit critique et de la zététique. Donc, j'avais publié un article sur leur site qui s'appelait pour une approche, vers une approche bayésienne de la zététique. Donc, voilà, deux mots qui font un petit peu peur, mais qu'on va détailler pendant la conférence. Et bon, voilà, entre-temps, j'ai été mis en contact avec Nesset et il m'a proposé de venir faire une conférence sur ces sujets, euh, sur le sujet voilà, du bayésianisme et de la zététique pour Aldéran, pour l'association Aldéran. Et bon, voilà, du coup, ça s'est fait comme ça. Et donc, la conférence aura lieu en deux parties. Donc, il y a une partie ce soir et l'autre partie qui aura lieu mardi prochain. Alors, les parties sont faites plus ou moins pour être suivies indépendamment. Donc, vous pouvez voir celle d'aujourd'hui sans voir celle de la semaine prochaine et inversement. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même mieux de suivre les deux pour avoir toute l'histoire. Et de même, l'article que j'avais écrit pour le Cortex peut être lu aussi assez indépendamment. Enfin, les conférences peuvent être vues complètement indépendamment de l'article parce que je raconte pas du tout les mêmes choses. Et si vous voulez, enfin, si je raconte un peu les mêmes choses, mais je développe pas les mêmes points, on va dire. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, vous pouvez toujours aller voir mon article qui est peut-être un peu plus mathématique et formel, alors que là, on sera plus dans la vulgarisation, on va dire. Voilà, donc juste avant de commencer, alors je vais vous partager mes slides. Tac. Au bon endroit. Voilà. Alors peut-être juste une dernière chose avant de commencer. Bon, Neshed m'a plus ou moins déjà présenté. Donc moi, j'ai fait d'abord une école d'ingénieur ici à Toulouse et après j'ai passé un doctorat en mathématiques appliquées à Grenoble. Et c'est à Grenoble en fait où j'ai découvert beaucoup le milieu zététique, notamment avec le Cortex et aussi l'Observatoire zététique, qui sont deux assos à Grenoble
Et voilà, en revenant à Toulouse, j'ai eu envie un peu d'amener cet esprit zététique ici et de présenter ces idées voilà, à qui veut bien les entendre. Et voilà, donc c'est comme ça que je me retrouve à avoir donc mon blog qui s'appelle Mon Œil, que vous pouvez suivre donc, soit sur la plateforme Medium, soit sur Facebook, où je partage quelques articles et quelques trucs. Et voilà, je me retrouve aussi à faire des conférences et je vais donner des cours aux doctorants d'ici la fin de l'année et peut-être plus encore l'an prochain. Bon, ouais, voilà, c'était juste pour me présenter un petit peu, pour que je dise d'où je parle. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que je ne suis pas du tout expert de ces sujets-là et qu'il se peut que je dise des bêtises et que, voilà, bon, c'est pas très grave hein, que je dise des bêtises, mais voilà, je préfère prévenir que tout n'est pas à prendre voilà, au pied de la lettre. Donc le sujet dont on va parler, c'est, voilà, comme le dit le titre, c'est penser le monde avec des probabilités. Et en l'occurrence, c'est des liens entre le bayésianisme et la zététique. Alors c'est deux mots qui peuvent faire peur à premier abord, mais on va voir qu'ils sont assez gentils et assez intéressants. Et en fait, c'est pas je pense pas que ce soit un sujet anodin. Et c'est un truc qui est assez d'actualité et qui a quand même son importance parce que, bon, on va le voir dans une première partie, notre rapport en fait, à l'information est assez chaotique, on va dire, surtout depuis, je dirais depuis quelques années, mais encore plus depuis quelques mois et encore plus depuis quelques semaines, on pourrait comme ça continuer. C'est de pire en pire, quoi, pour le dire comme ça. Donc on va voir qu'en fait, il faudrait qu'on apprenne mieux à traiter l'information. Et c'est un peu l'objectif de cette conférence, de ces deux conférences que je vais donner. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Et en fait, on va commencer par ce constat, du coup, sur la crise de l'information, comme je l'ai appelé, enfin, comme on pourrait appeler ça, qui est en fait, donc, comme je disais, notre rapport à l'information qui est assez difficile en ce moment. Donc voilà, là j'ai mis quelques images un peu comme ça brouillonnes qui peuvent vous suggérer quelques idées. Alors en haut à gauche, là vous voyez par exemple Donald Trump qui pendant 4 ans de son mandat a vécu la fake news des deux côtés en accusant et en étant accusé, on va dire. Au-dessus de lui, il y a le Q de QAnon qui est une célèbre théorie du complot américaine qui est très pro-Trump et tout. Enfin, vous pouvez aller vous renseigner, c'est assez croustillant comme histoire. En bas à gauche, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est une image qui montre comment nos idées se polarisent. Et en fait, on voit en 1994 la répartition en fait, des idées, on va dire, d'une partie des démocrates et de l'autre partie des républicains, donc c'est aux États-Unis, et la même chose en 2014. Et on voit que plus on avance, plus ça part sur les côtés et donc sur les extrêmes. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la polarisation des idées en politique. Et voilà, en fait, on va juste en parler un petit peu après d'où ça vient ce truc-là. Mais voilà, il se trouve que voilà, plus on avance, plus donc c'est vrai aux États-Unis, mais c'est aussi probablement autant vrai en France. Plus on avance, plus les gens ont des comportements assez extrêmes, polarisés sur leurs idées. Voilà, ça amène à ce qu'on appelle aussi le hooliganisme politique, c'est-à-dire voilà, être un peu combattant pour ses idées. Et c'est quelque chose qui est, je pense, un peu dangereux, voilà, et dont on va parler un petit peu. Alors, parmi ce que vous pouvez voir d'autre, il y a aussi cet œuf au milieu, là, avec une sorte de phénix au centre. Alors, ça vous parle peut-être probablement pas. C'est en fait, c'est un salon qui va avoir lieu à Toulouse d'ici quelques mois et qui s'appelle, il me semble, Harmonisation quantique et qui présente en fait voilà, des médecines alternatives quantiques, des massages, des formations et tout pour la modique somme de 777 euros. Alors bon, ce serait toute une question en soi de savoir quelle est la légitimité d'un tel salon. Mais ce qu'on peut dire, c'est que voilà, ces médecines alternatives et un peu la défiance envers la médecine conventionnelle, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et qui n'est pas tout à fait anodin. Hein. Dans le même style d'idée, il y a en haut à droite, vous pouvez voir une image qui est une photo qui a été prise aux États-Unis il y a quelques jours ou quelques semaines. C'est un groupe d'anti-vaccins qui bloque un centre de vaccination aux États-Unis. Je ne sais plus dans quelle ville ça s'est passé, mais c'était très récemment.
Bon, en bas, il y a aussi, donc vous voyez l'image de Raoult avec toutes les histoires complotistes autour du Covid. Donc sans rentrer en vrai dans les détails de Raoult, parce que je ne suis pas du tout compétent pour en discuter, c'est plus sur la forme en fait, de son discours qui à mon sens, a pas mal desservi à la science. Et enfin, en bas à droite, il y a une dernière image là, que j'ai récupérée récemment qui montre en fait l'évolution de certaines croyances en France, donc sur des pseudosciences, en l'occurrence des mancies, c'est-à-dire des voyances, quoi. Et on voit que ça augmente régulièrement depuis les années 2000, alors qu'avant, ça avait plutôt tendance à baisser. Voilà, donc c'est un constat un petit peu du fait que notre rapport à l'information et à la vérité est un peu catastrophique en ce moment. Et ça peut, on va dire, paraître anodin ou anecdotique pour certaines choses, mais je crois que ça ne l'est pas du tout parce qu'il y a quand même des vies qui sont en jeu autour du monde. Enfin, il y a des gens qui se soignent avec des médecines alternatives plutôt que des médecines conventionnelles et qui en pâtissent, voire qui en décèdent. Des enfants qui sont soignés comme ça, des enfants qui meurent parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est arrivé il y a quelques années en France. Il y a, voilà, il y a aussi beaucoup de croyances et de constructions sociales qui, dans certains pays, sont très, causent beaucoup de souffrance aux gens. Et alors, juste pour donner un exemple, pendant les années 2010, là, il y a eu ça arrivait 3 fois récemment qu'au Bangladesh, il y a des blogueurs qui parlaient justement d'esprit critique et de liberté de pensée et d'athéisme qui se sont fait assassiner en pleine rue pour avoir ces idées-là. Et il y a encore beaucoup de pays dans le monde où en fait, le fait de refuser des croyances religieuses est condamnable et même condamnable à mort. Et voilà, il y a des pays aussi où les croyances religieuses qui sont au niveau de l'État, empêche un peu le développement de la société et le bonheur de chacun. Et du coup, je pense que ces questions-là ne sont pas tout à fait anodines et je pense qu'il est important en fait, d'en discuter. Donc voilà, bon, c'est un premier, une introduction peut-être un petit peu morose et un petit peu défaitiste, mais on va voir qu'il y a des solutions pour améliorer tout ça. Et en fait, d'abord, on va voir en fait, d'où ça vient, le fait que notre rapport à l'information est assez difficile. Donc, c'est vraiment depuis quelques années. Et en fait, ça s'explique en partie parce que, alors, là, j'ai relevé deux facteurs qui, moi, me semblent importants. Peut-être il y en a probablement d'autres qui pourraient l'être tout autant. C'est déjà la quantité d'informations à laquelle on est exposé. Pardon, la quantité d'informations disponibles a explosé. Donc, typiquement, il n'y a qu'à regarder autour de vous. Si vous regardez il y a 20 ans, la quantité d'informations que vous pouviez avoir sur n'importe quel sujet, elle se limitait en gros à la télé et aller jusqu'à la bibliothèque pour lire un livre. Alors, peut-être pas 20 ans, mais on va dire, aussi 20 ans, ouais, 2000, il n'y avait pas encore Internet très développé. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à peu près à n'importe quelle information, mais surtout, vous pouvez avoir accès à peu près à n'importe quelle opinion et à peu près à n'importe quel avis. Voilà, sur Internet, vous pouvez même faire l'expérience. Si vous cherchez à peu près n'importe quelle théorie, il y aura probablement un article qui en parle et qui le défend. Donc voilà, c'est une première chose. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, mais c'est vraiment un mécanisme qui s'est développé depuis quelques années. La deuxième chose, c'est que déjà qu'il y a d'informations est beaucoup plus disponible, mais il y a aussi la structure des réseaux de transmission de cette information qui a changé. Alors autrefois, l'information était plutôt distribuée dans un réseau centralisé, c'est-à-dire qu'il y avait un peu une information centrale qui venait, on va dire, de la télé ou de la radio ou de quelques journaux, et qui distribuait ça à l'ensemble des individus. Et les individus discutaient un peu entre eux, mais de manière très locale et très peu nombreuse, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plutôt quelque chose comme on a ici en bas à droite, où c'est beaucoup plus décentralisé. Donc, il reste un peu une information centrale, une source d'information centrale qui pardon, excusez-moi. Hop là, excusez-moi. Donc, qui distribue l'information, mais elle est beaucoup plus négligeable. Et surtout, il existe des groupes comme ça qui peuvent se constituer sur Internet et qui peuvent partager des informations. Et en fait, ce genre de groupe-là, ça va former ce qu'on appelle des chambres d'écho, où en fait, vous allez vous retrouver qu'avec des personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous,
et qui ont les mêmes idées que vous et du coup qui vont répéter en fait tout ce que vous dites. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une chambre d'écho. Tout ce que vous dites est répété et amplifié. Et du coup, voilà, vous voyez plus d'autres d'informations et c'est comme ça que se créent des communautés complotistes, etc. Donc ça c'est une chose. Bon, voilà, le fait que les réseaux sont décentralisés, c'est pas mauvais en soi. Ça permet aussi de trouver des gens avec qui discuter de tout et n'importe quoi, qui permet de discuter également de zététique ou de philosophie, donc c'est très bien. Mais ça permet aussi que des groupes comme ça se constituent et soient un petit peu détachés du reste et vie. Voilà. Voilà. Et un des constats qu'on peut faire, une image qu'on peut donner, c'est qu'autrefois, donc dans le réseau décentralisé, quelqu'un qui arrivait avec une idée un petit peu loufoque ou un petit peu étrange, eh bien, voilà, il a raconté au bistrot du village et puis ça n'allait pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une idée un peu loufoque, il va la mettre sur Internet et il va trouver peut-être des centaines, voire des milliers de personnes qui sauront, voilà, lui répondre et avec qui il trouvera de l'affinité. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et voilà, en conclusion de ça, ce qui est important à retenir, c'est que face aux enjeux actuels, donc qu'ils soient sanitaires, donc là vraiment localement, enfin, en cette période assez restreinte, en tout cas je l'espère, face aux enjeux écologiques également, donc actuellement et on va dire dans les décennies à venir, et les enjeux sociaux et démocratiques, donc ça c'est peut-être toujours le cas, il est primordial de soigner notre rapport à l'information. Voilà, comme on l'a vu, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles notre rapport à l'information peut être un peu pourri et nous amener à croire des trucs un peu dangereux. Donc, il est primordial, si on veut voilà, réussir face à ces enjeux-là, de soigner nos informations. Donc, ça c'est une première constatation. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Après, moi, je vais proposer une solution qui me paraît intéressante. C'est comme on l'a vu, c'est de penser avec des probabilités. Donc, c'est être bayésien, quoi. Après, bon, ça, on peut en discuter et peut-être que d'autres alternatives sont aussi intéressantes. Voilà, moi, c'est celle que je propose. Donc, en fait, ça va se décomposer en... Voilà, ce rapport à l'information, on peut le décomposer en deux parties qui seront les deux parties de la conférence que je vais faire, donc aujourd'hui et mardi prochain. Et en fait, la première partie, ça va être qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment entraîner sa machinerie cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire comment, quand on reçoit de l'information, comment on la traite, comment on l'intègre, comment on la mémorise, comment on la met à jour et comment aussi on la redistribue. Donc ça, c'est plus, on va dire, à notre niveau à nous, donc la machinerie cognitive, le cerveau, quoi, comment on l'entraîne pour bien fonctionner, pour être le plus rationnel possible, on va dire. Et dans la deuxième partie, ça va être de se demander quelles sont les bonnes informations. C'est-à-dire que même si je traite très bien les informations que j'ai, si j'ai que des informations pourries, au final, j'aurai un avis un peu pourri. Donc ça sera plutôt la semaine prochaine qu'on en discutera. Voilà, donc rapidement un petit peu le plan de ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc d'abord, on va voir le vrai et le faux et qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Ensuite, on va discuter du bayésianisme et la zététique. Donc c'est quoi le lien entre les deux et peut-être les différences. Et enfin, on verra une toute petite conclusion. Voilà. Donc voilà, donc une première chose pour parler de notre rapport au vrai et au faux, c'est ce qu'on va voir, c'est que on n'a jamais accès direct à la réalité. Donc là, voilà, on peut imaginer qu'il y a une réalité et en fait, il va y avoir différentes couches qui vont en fait déformer cette réalité. Voilà, la manière dont on la perçoit n'est pas exactement ce qu'est la réalité exactement. Donc d'abord, il y a une première couche qui va être sensorielle ou anatomique, c'est-à-dire au niveau de nos yeux ou de nos oreilles. Au niveau de notre vue, on va percevoir qu'une gamme de couleurs assez restreinte. Au niveau de nos oreilles, pareil, on capte qu'une gamme de fréquences. Et voilà, du coup, ça nous restreint en fait sur ce qu'on peut dire et ce qu'on peut voir du monde, quoi. Et ce qu'on peut comprendre du monde. Ensuite, il y a une deuxième couche qui est une couche cognitive, en fait, qui va être donc le traitement que va opérer notre cerveau et qui, en fait, va prendre ces signaux sensoriels, donc notre vue, notre ouïe, ce qu'on touche, etc., et va reconstituer, en fait, quelque chose de cohérent autour de nous, qui va reconstituer une image cohérente du monde. Et en fait, quand il va faire ça, il ne va pas le faire non plus, c'est pas infaillible non plus, quoi. Il va y avoir
va y avoir des biais, il va avoir tendance à simplifier certaines choses. Il va comparer ce qu'il voit avec ce qu'il connaît déjà, et en fait, il va privilégier ce qui lui est familier. Il va catégoriser, etc. En fait, voilà, il va nous donner une image qui est assez cohérente, mais qui n'est pas exactement la réalité. Et la dernière couche, elle est sociale et culturelle. Je dirais même, on aurait pu même rajouter psychologique. Et en fait, elle va comparer en fait cette information, du coup, cette vision du monde que nous renvoie notre cerveau avec on va dire le cadre culturel dans lequel on vit et dans lequel on est. Et voilà, on va avoir certaines préférences idéologiques, certaines visions, certaines manières de penser les choses qui vont encore modifier notre vision de la réalité. Voilà. Et ça aussi, ça déforme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, occidentaux ou français, en 2021, on ne voit pas le monde comme une tribu nomade le voyait il y a 1500 ans en Afrique, par exemple. Voilà, ça, c'est tout le cadre social et culturel et les constructions sociales qui en découlent. Donc voilà, en fait, entre la réalité et la perception qu'on a de la réalité, il y a ces trois couches qui vont faire que la perception qu'on a, elle est un peu simplifiée, un peu déformée. Bon, elle est quand même assez pertinente, hein, mais elle ne reflète pas parfaitement la réalité. Et voilà. Bon, après, du coup, ce découpage en trois couches, il est un petit peu arbitraire et probablement qu'on aurait pu mettre d'autres couches ou alors les mélanger. En fait, elles sont assez interconnectées, ces couches-là. Donc, voilà, c'était juste pour vous donner une idée, mais voilà, c'est pas exhaustif, quoi. Donc voilà, ça, c'est des idées qui sont quand même assez communes en philosophie. Le fait qu'on n'a pas d'accès direct à la réalité, que tout est déformé, c'est quelque chose qui est assez connu dans la tradition philosophique. Et si on voudrait rajouter encore des arguments pour dire qu'on n'a jamais accès à un vrai absolu, ce serait des arguments qui sont comme le fait que nous pourrions en fait être dans un rêve, et en fait ce que vous voyez autour de vous, vous pouvez jamais être sûr que c'est pas un rêve et que vous êtes vraiment éveillé. Ou alors on pourrait être dans une simulation, ou alors on pourrait, comme Descartes le proposait, être manipulé par un malin génie. Donc tout ça fait que voilà, donc c'est la conclusion que je donne, c'est qu'on est limité par nos sens, biaisé par notre cognition et influencé par un contexte culturel, et possiblement en train de rêver ou d'être manipulé. Et de ce fait, on n'a pas accès à un vrai absolu, un vrai absolu sur le monde. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, pas tellement, on va le voir. Alors déjà, les sceptiques, donc c'est quelque chose qui est assez, on va dire, consensuel en philosophie. Hein. Je pense que à peu près toutes les écoles philosophiques reconnaissent ça plus ou moins, enfin à différents niveaux. Et d'abord, en fait, il y a eu les sceptiques de l'Antiquité, donc ce qu'on appelait le pyrrhonisme, en fait, du nom de Pyrrhon d'Hélice, que j'ai mis là, qui était le fondateur un peu de cette école sceptique de l'Antiquité. Donc eux, ils rejetaient en fait toute possibilité de connaissance. En fait, ils disaient comme ils avaient des arguments autres, mais plus ou moins du même acabit. Ils disaient comme on n'a pas accès au vrai absolu, comme on ne peut pas tout savoir, eh bien, il est impossible d'établir des connaissances. Et du coup, ils avaient cette expression qui était époquée, qui signifie la suspension du jugement, et c'est un terme qui est encore employé aujourd'hui. Il y avait une autre expression qui est no malone, si je ne dis pas de bêtises, et qui veut dire pas plus ceci que cela. Donc pour eux, en fait, tout se valait. Il n'y avait aucune échelle de vraisemblance ou de valeur entre les différentes propositions. Alors, je vous ai mis une petite citation de Sextus Empiricus, qui était un autre sceptique, un peu plus tard que Pyrrhon, qui disait « Suspendre son jugement, c'est ne pouvoir dire quelle proposition il faut croire ou ne pas croire, et montrer que les choses nous paraissent également dignes ou indignes de créance. » Donc voilà, c'est vraiment ça. Selon eux, il était impossible d'établir qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qui est plus ou moins digne à être cru. Alors cette évolution, cette position, elle a un peu évolué, et je vais vous citer ce texte, ce passage de Carlo Rovelli, qui résume bien, je trouve, la position actuelle, et en tout cas une position qui me plaît bien par rapport à cette position ancestrale. Alors Carlo Rovelli, c'est un philosophe actuel, et c'est surtout en fait un grand physicien théorique, parce que c'est un des fondateurs, si je ne dis pas de bêtises, de la gravité quantique à boucle, rien que ça. Et voilà, il écrit aussi beaucoup de livres sur la philosophie,
et notamment la philosophie de la connaissance et des sciences. Voilà ce qu'il dit. Nous pouvons pour un moment déclarer que tout est égal, que la réalité n'est qu'un rêve. C'est très bien. Cela nous fait sourire comme Bouddha. Mais ensuite, si nous choisissons de continuer à vivre dans la réalité, nous ne pouvons que nous remettre en jeu, comprendre et choisir. Nous pouvons, ce faisant, continuer à sourire, mais nous ne continuons pas moins à nous mettre en jeu, à comprendre et décider. Voilà, je trouve que ça résume bien l'idée. Donc, il dit, OK, on peut admettre que tout est égal, que tout est un rêve, qu'on n'a pas accès à quelque chose d'absolu. Mais si on décide de continuer à vivre, si on continue à vouloir avancer, à vouloir améliorer le monde, etc., il faut qu'on se mette en jeu, comme il dit. Il faut qu'on essaie de comprendre, il faut qu'on fasse des choix. Il faut qu'on décide. Voilà, alors pour résumer un peu cette première partie sur le vrai et le faux, voilà, je peux donner cette phrase-là qui est « Il y a une tension entre l'inaccessibilité de la vérité absolue et la nécessité d'établir des connaissances. » Voilà. C'est un peu la phrase punchline de la fin de la partie pour bien comprendre ça, en fait. Donc, voilà, on peut passer à la deuxième partie qui est donc le bayésianisme, qui en fait va nous aider en fait à répondre à cette tension-là. Et du coup, comment est-ce qu'on fait une manière de résoudre cette tension, c'est de considérer les affirmations avec un certain degré de probabilité. Ou alors, on va parler de crédence. La crédence, du coup, ça correspond à quel point une proposition est probable, à quel point, quelle vraisemblance je dois lui accorder. Donc voilà, le bayésianisme propose de laisser tomber cette notion de faux et de vrai, dont on a vu qu'elle était qu'on n'avait pas un accès direct au faux et au vrai, et plutôt la remplacer par un degré de croyance, un degré de crédence plutôt, dans toute proposition, dans toute théorie, dans toute hypothèse. Voilà, donc ça se représente comme ça. Donc on a un continuum d'idées. On a un continuum entre 0% qui est donc l'absolument faux et 100% l'absolument vrai. Et du coup, le bayésianisme propose de se positionner quelque part là-dessus, quoi. Alors, le bayésianisme, donc ça c'est la pierre angulaire, on va dire, de l'idée, et c'est aussi la pierre angulaire de ma conférence. Mais on va le décomposer en trois grands principes. Donc, le premier, c'est que c'est non manichéen, donc manichéen dans le sens vrai et faux, dans le sens très binaire. Donc voilà, donc le bayésianisme n'est pas binaire, donc n'est pas manichéen, dans le sens où il refuse le fait d'avoir du vrai et du faux, comme on vient de le voir, et toute proposition a un certain degré de crédence. Donc voilà, on a ce premier principe, on a cette échelle, comme ça, entre 0 et 100%, à laquelle on va attribuer chaque proposition. Alors par exemple, ça peut être des propositions du quotidien, comme demain il va pleuvoir. Là, par exemple, je lui donnerai une proposition, une probabilité de 75%, parce que j'ai regardé la météo hier quand j'ai préparé les slides et ça disait que mercredi, il risquait de pleuvoir. Alors, je ne sais pas où ça en est. Je n'ai pas mis à jour ma croyance là-dessus. Voilà, ça peut être une autre information comme le sport est bon pour la santé, donc là, qui est plus d'ordre scientifique. Alors là, je suis quand même assez convaincu que c'est vrai parce que je pense l'avoir lu, puis je le constate même sur moi-même, en fait, que ça a beaucoup d'effets très positifs. Mais bon, voilà, je ne suis jamais non plus complètement convaincu parce que je peux m'être trompé. Des fois, ce qui nous semble assez intuitif ne l'est pas. Donc voilà, je mettrais 98% d'un truc comme ça. À l'autre bout, on pourrait considérer des croyances un peu plus farfelues, comme par exemple Emmanuel Macron est un reptilien. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, les reptiliens, ce serait, selon certaines croyances New Age, ce seraient des créatures extraterrestres qui seraient venues sur Terre et qui prennent des formes humaines, qui prennent des... Alors, désolé. Désolé, j'ai mon téléphone qui a sonné. Voilà, donc ça c'est complètement farfelu, mais pareil, je ne mettrai pas de faux, donc de 0% de faux absolu. Je garde tout le temps une petite marge de doute. Donc peut-être que, je ne sais pas, je ne suis pas du tout renseigné, mais peut-être que les reptiliens existent vraiment, et qu'Emmanuel Macron en est un, je ne sais pas, donc je garderai peut-être 0,001%. Voilà, donc
l'idée, c'est qu'on peut être infiniment proche de 0% ou de 100%, mais jamais on atteint ces valeurs. Donc ça, c'est le premier principe du bayésianisme. Le deuxième principe qui est hyper important, c'est que ça évolue. Nos croyances, en fait, elles ne vont pas rester là où elles sont, mais à chaque nouvelle information qu'on va acquérir, on va devoir mettre à jour nos croyances, nos crédences. Alors là, à gauche, j'ai mis une petite animation où en fait, quelqu'un essaie justement d'établir la météo qu'il fera demain, par exemple. Et voilà, au début, il a par exemple 4 possibilités. Il va faire beau, il va faire gris, il va pleuvoir, il va y avoir de l'orage. Il met tout à 25%. Et à chaque fois qu'il a une nouvelle information, et ben, en fait, il va jouer avec ses croyances, avec ses probabilités. Voilà. Quand quelqu'un lui dit « Ah ben, il risque de faire gris », hop, il augmente un petit peu là. Quand quelqu'un lui dit « Il va pleuvoir », hop, il augmente un petit peu là. Voilà, donc ça, c'est une idée vraiment importante d'apprendre comme ça. Quand on nous confirme une idée, de monter sa crédence en cette idée. Quand on nous l'infirme, la descendre. Alors évidemment, pas toujours avec le même poids, la même pondération. Ça dépend aussi de la valeur en fait, de l'information qu'on va acquérir. Mais ça sera plus peut-être des questions qu'on abordera la semaine prochaine. En fait, qu'est-ce qui est du coup une bonne information et une mauvaise information? Enfin, quelle information va le plus bouger mon curseur de crédence? Voilà, donc le bayésien est tout le temps en train de jouer avec ses curseurs dans sa tête. Et c'est pour ça qu'on dit que le bayésianisme est une danse. En fait, on avance, on recule dans nos croyances jusqu'à peut-être finalement arriver à plus ou moins une certitude ou au moins ce qu'on pourrait appeler une connaissance assez certaine. Troisième point du bayésianisme, et là ça va se corser un petit peu, c'est la formule de Bayes. Donc, en fait, la formule de Bayes, c'est de là que vient le nom bayésianisme. Et ça vous paraissait peut-être bizarre le nom bayésianisme, là vous pouvez mieux comprendre. Donc Bayes, c'était un mathématicien et théologien anglais du XVIIIe siècle, Thomas Bayes. Il était aussi religieux, hein, c'était un pasteur. Bon voilà, donc la formule vient de son nom, mais en fait il faut savoir. Bon, déjà, il n'avait pas publié de son vivant, ça a été publié à titre posthume par un ami à lui. Et en plus, il n'avait pas vraiment compris, on va dire, toutes les subtilités du bayésianisme et toute la généralité et toute l'importance philosophique qu'on pouvait tirer de cette formule-là. Lui, il avait juste proposé cette formule mathématique pour un problème particulier. Et c'est un Français, j'ai perdu son nom, c'est Laplace, Pierre-Simon de Laplace, le marquis de Laplace, qui une dizaine d'années plus tard, lui, va retrouver cette formule en fait indépendamment de Bayes et va plutôt étendre un petit peu ce qu'en avait dit Bayes et mieux comprendre en fait toute la portée épistémologique, philosophique que ça pouvait avoir. Donc en fait, à la base, je voulais un petit peu expliquer, rentrer dans les détails et vous donner des exemples en fait de l'utilisation de cette formule. En fait, ça va être un peu court dans le temps et ce sera plutôt la semaine prochaine qu'on verra ça. Alors peut-être très rapidement, ce que je peux en dire, c'est que alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en gros, la formule de Bayes, c'est donc la formule mathématique qui dit comment il faut mettre à jour nos croyances. Voilà, donc comme on l'a vu avant, à chaque nouvelle information, on met à jour nos croyances. Et là, ça nous dit comment exactement on est censé les mettre à jour. Donc à gauche, on a la crédence en A, donc en mon affirmation, sachant la nouvelle information B. En bleu, c'est ma crédence A avant la nouvelle information. Et à droite, en fait, c'est le facteur qui va jouer sur est-ce qu'il faut que je monte ma crédence ou est-ce qu'il faut que je la descende. En fait, ça s'appelle la vraisemblance de B, donc la vraisemblance de l'information. Et je pense qu'on en parlera plus longuement la semaine prochaine, mais en fait, il faut se rendre compte que ce n'est pas tout à fait une formule qui est intuitive. Et en fait, le calcul qu'il faut faire, il n'est pas très intuitif. En fait, voilà, la question qu'il va falloir se poser pour savoir si on doit augmenter notre crédence ou pas, c'est est-ce que l'information B, l'information qu'on vient de recevoir, elle est probable dans l'hypothèse A. Donc, OK, dit comme ça, ce n'est pas du tout parlant. Et ça sera plus clair quand on verra des exemples. Mais en fait, voilà, je voulais retenir, on a plutôt tendance à faire l'inverse dans notre tête. Et voilà, ce que nous dit le résultat mathématique, c'est que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le faire. Mais bon, de toute façon, on en rediscutera la semaine prochaine. Pour l'instant, de toute façon, l'important qu'il faut retenir, c'est
voilà, c'est que les deux premiers principes sont les plus importants. Enfin, c'est vraiment le plus important, c'est 80-90% du bayésianisme. C'est comprendre que nos idées doivent être placées sur un curseur, voilà, un curseur entre 0% et 100%, et qu'il faut faire évoluer ces idées-là. En fait, la formule en soi, on ne l'applique jamais réellement, donc elle n'est pas si importante que ça. Et du coup, voilà, c'est ce que je dis là d'ailleurs. La formule, elle n'est jamais utilisée en pratique. En fait, il n'y a pas jamais quelqu'un qui se dit bayésien, qui quand il va écouter les infos et qu'il va avoir une nouvelle information, il va prendre un papier, un stylo et faire les calculs pour savoir à quel point il doit croire maintenant telle ou telle chose. Et en fait, j'aime bien l'image de dire qu'en fait, c'est comme un bouliste, en fait, quelqu'un qui joue à la pétanque. En fait, quand il jette sa boule de pétanque, il n'utilise jamais les lois de Newton. Pourtant, c'est bien les lois de Newton qui vont gouverner la trajectoire de sa boule. Au contraire, en fait, ce que lui va faire, c'est que en s'entraînant et en s'entraînant et en s'entraînant, il va se rapprocher petit à petit de cette formule-là. Mais c'est un peu pareil. La formule de Bayes, la loi de Bayes, c'est un peu la formule qui dit comment l'information s'accumule. Comme la loi de Newton dit comment la gravité fonctionne, la loi de Bayes régit l'information quelque part. Mais en pratique, on ne va jamais l'utiliser directement, mais en s'entraînant et en s'entraînant et en s'entraînant, on devrait s'approcher toujours plus près d'une bonne approximation de la formule de Bayes. Voilà, donc c'est juste pour relativiser l'importance de la formule de Bayes dans le bayésianisme. Il n'y a pas beaucoup besoin de la connaître, mais il faut s'entraîner. Voilà. Mais de toute façon, la semaine prochaine, on montrera dans des vrais exemples comment on peut s'entraîner sur la formule de Bayes et voir qu'est-ce qu'il y a d'un peu contre-intuitif avec cette formule-là. Donc maintenant, on va se demander pourquoi le bayésianisme, c'est si bien que ça. Donc bon, voilà. Là, pour l'instant, je vous ai juste présenté comment ça marchait et que ça arrivait à faire un peu abstraction de ce problème du vrai et du faux. Mais pourquoi c'est si bien que ça? Alors d'abord, il y a de manière assez théorique, il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Cox-Jaynes. Donc Cox et Jaynes, c'est les deux personnages qu'on peut voir en bas à droite. Donc en fait, c'est Cox, donc le premier à gauche, qui l'a démontré, et c'est Jaynes qui l'a popularisé quelques années plus tard. Et en gros, bon, ce théorème, j'ai mis de manière très simplifiée, dit que la seule manière de manipuler correctement de l'information, c'est l'approche bayésienne des probabilités. Alors évidemment, c'est à prendre entre guillemets parce que la vraie formulation est un peu plus complexe et peut-être plus faible. Pardon. Mais voilà, en fait, alors juste peut-être pour donner quelques précisions, quand on dit manipuler correctement, il faut que ça respecte 5 hypothèses. Donc c'était le théorème qui a été établi dit ça. En fait, si on veut respecter les 5 hypothèses qui sont la cohérence, la continuité de la méthode, l'universalité, la spécification non ambiguë et la non-rétention d'informations. Donc là, je ne vais pas détailler parce que déjà, on n'a pas le temps et en plus, je ne connais pas exactement ce à quoi correspond chaque hypothèse. Mais voilà, on peut partir du principe que c'est des hypothèses qui sont hyper naturelles, qui disent qu'il faut que l'information, que la méthode qu'on va utiliser, elle doit être cohérente, elle doit, si on utilise différentes manières différents calculs, on doit arriver au même résultat, des choses comme ça. Et voilà, donc ce qu'a établi Cox, le théorème de Cox-Jaynes, c'est que la seule manière de faire ça, c'est d'utiliser l'approche bayésienne des probabilités. Voilà, donc ça c'est un premier point qui est vachement important. Alors du coup, ça c'est un résultat qui date des années 80-90, je pense. Et voilà, il faut savoir que des bayésiens, il y en a eu beaucoup avant déjà qui promouvaient l'utilisation du bayésianisme. Et c'est ce théorème en fait qui montre vraiment des solides raisons théoriques de préférer le bayésianisme à d'autres manières de traiter l'information. Un deuxième point de pourquoi c'est bien, c'est que donc là, on a vu une première raison théorique, là c'est plus pratique en fait. On constate que c'est effectivement la meilleure manière d'apprendre. Alors notamment sur 2 points. L'apprentissage automatique en informatique, c'est-à-dire que quand on veut qu'un ordinateur apprenne quelque chose, donc voilà, avec tout
les développements en intelligence artificielle actuels, ça utilise énormément du formalisme bayésien pour essayer voilà, justement pour qu'un ordinateur commence à comprendre à partir d'informations qu'on lui envoie. C'est-à-dire que, par exemple, on va lui envoyer des informations, des photos, par exemple, des photos de chats. C'est quelque chose qui est assez commun. On donne plein de photos de chats à un ordinateur et après, on lui demande d'essayer de deviner sur cette photo il y a un chat ou pas. Une des manières assez efficaces de le faire, c'est d'utiliser des méthodes bayésiennes. Et un autre point pour l'apprentissage, c'est en sciences cognitives, on s'aperçoit de plus en plus depuis quelques décennies que l'apprentissage des enfants se fait énormément de manière bayésienne. Donc notamment, il y a un cours de Stanislas Dehaene au Collège de France qui a été donné en 2012, je ne dis pas de bêtises, qui est complètement disponible sur Internet gratuitement et qui s'appelait justement la révolution bayésienne en sciences cognitives et qui montre que voilà, en quelques années, le formalisme bayésien a permis de révolutionner toute la compréhension des sciences cognitives, enfin, peut-être pas toute, mais une bonne partie de la compréhension en sciences cognitives. Et voilà, notamment, il a été montré que la manière dont les enfants apprennent et comprennent pas à pas le monde, les mots, les objets autour d'eux, etc., ça marche, pardon, excusez-moi, ça marche énormément de manière bayésienne, c'est-à-dire que ils vont associer petit à petit les informations qu'ils reçoivent à différentes idées sur le monde et au fur et à mesure que ces informations corroborent en fait ce qui leur semblait déjà probable, ils avancent petit à petit dans une meilleure compréhension et une meilleure vision du monde et du langage. Bref, tout ça pour dire que en sciences cognitives comme en informatique, il y a eu récemment de grandes avancées grâce à l'approche bayésienne. Donc ça, les deux datent, on va dire, des années 2000 et c'est lié notamment en informatique au fait qu'on a des capacités de calcul beaucoup plus grandes maintenant. Et voilà, donc ça a vraiment quelques années ou 2 décennies maximum. Et en fait, c'est intéressant de voir que Alan Turing, donc, qui est un des plus grands mathématiciens et logiciens de l'histoire, avait déjà perçu ça en fait dès 1950 et il avait dit, il avait écrit cette citation qui est assez jolie. Le cerveau d'un enfant, c'est comme un carnet, peu de mécanismes et beaucoup de feuilles blanches. Notre espoir est qu'il y a si peu de mécanismes dans le cerveau d'un enfant que celui-ci est facile à programmer. Et bien voilà, le programme le peu de mécanismes qu'il y a dans le cerveau d'un enfant, c'est l'approche bayésienne. Et c'est aussi facile à programmer. Enfin, troisième point de pourquoi c'est bien le bayésianisme, parce que c'est mieux pour débattre. En fait, vous l'avez sûrement constaté autour de vous quand vous avez essayé de débattre ou peut-être en regardant des débats à la télévision. En fait, c'est extrêmement difficile d'avoir un débat bien construit et on va dire qui apporte vraiment quelque chose. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais déjà, en fait, il y a une vraie pression sociale dans un débat pour faire vaincre ses idées. En fait, c'est vraiment mal vu quelqu'un qui va décider de renoncer à ses idées ou qui va être qui va accepter de changer d'avis tout simplement. C'est quelque chose qui est mal vu et du coup qui met une pression en fait durant le débat pour que chaque parti en fait essaie de faire vaincre son idée et ses convictions. Et du coup en fait cette pression là en fait elle va créer un débat un peu mauvais dans le sens où en fait il y a souvent beaucoup d'arguments fallacieux. Donc c'est des arguments qui sont pas forcément valides. Donc, voilà, et puis ça va être assez agressif, etc. Et en fait, ça donne presque comme un combat, quelque part, où en fait, on a deux combattants qui s'opposent pour essayer de faire vaincre leurs idées, leurs convictions. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui va être efficace ou bienveillant. D'un autre côté, en fait, le bayésianisme et le fait de communiquer avec des termes probabilistes, ça va être d'une part plus bienveillant, c'est-à-dire qu'on ne se fout pas sur la gueule, ce qui est déjà assez sympa, et deuxièmement plus efficace. C'est-à-dire que même sans vouloir jouer les bisounours où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, en fait c'est même plus efficace de communiquer comme ça pour faire changer d'avis son adversaire ou voire changer d'avis soi-même. On est à l'abri de rien. Alors pourquoi ça marche bien avec le bayésianisme?
Déjà parce qu'en communiquant du coup avec des termes probabilistes, donc on n'est pas obligé de donner un chiffre 10%, 5%, 84%, mais on peut dire probablement ou il me semble ou peut-être ou c'est possible. Ben, voilà, vraiment utiliser des termes qui donnent un peu une mesure en fait de notre croyance en telle ou telle proposition. Alors déjà, ça va limiter les positions binaires parce que forcément, si j'arrive dans une conversation avec par exemple, quelqu'un qui croit que la Terre est plate, pour prendre un exemple un peu extrême, et que je lui dis non, la Terre n'est pas plate, tu as tort, déjà, ça risque de créer une atmosphère, ça va être un peu brutal à prendre pour lui, et ça va créer une atmosphère un peu agressive et pas forcément très efficace pour continuer le débat. Et en fait, le fait, au contraire, de donner un petit peu une mesure de notre incertitude sur la question, ça va permettre de créer une mesure commune sur laquelle on peut discuter. Ça va créer un espace de discussion sur lequel on peut échanger, sur lequel on peut évoluer. Et voilà, je pense que ça fait vraiment une différence avec le fait où, quand on a deux blocs blancs et noirs qui s'opposent et qui sont pas forcément, qu'il est difficile de comparer et qui sont un peu incommensurables entre eux, les deux blocs d'idées. Alors que là, si on a un champ commun dont on peut discuter, une mesure commune, donc la probabilité, la crédence qu'on accorde à cette idée, ben voilà, ça permet aussi de mieux avancer dans le débat. Et le troisième point, peut-être, c'est l'humilité épistémique, c'est-à-dire montrer en fait qu'on est humble par rapport à ses connaissances. Donc l'humilité épistémique, voilà, c'est voilà, marqué à l'oral le fait que je crois, je pense, il me semble, il me paraît que, plutôt que d'être plus arrogant et plus sûr de soi, ce qui va, pareil, ne pas aider à avoir un débat un peu souple et un peu fluide. Voilà, donc ça, c'est 3 points. Alors bon, il y en a peut-être d'autres, hein. Moi, il y a ceux-là qui me viennent en tête sur le fait que être bayésien, avoir une attitude bayésienne dans un débat, c'est vachement plus efficace. Et si vous ne le croyez pas, je l'expérimente régulièrement depuis quelques temps et je trouve que c'est assez efficace. Voilà, donc là, on arrive dans la troisième partie qui est bayésianisme et zététique. Donc d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est la zététique. La zété quoi? Alors, c'est un peu compliqué parce que tout le monde a un peu sa définition. Alors, Néchette, au début, nous a donné la définition que donne Henri Brock, qui est l'art du doute. Donc, Henri Brock, c'est un peu le papa en France de la zététique. Donc, c'est un peu difficile de remettre en cause la définition qu'a donné le papa, mais je vais quand même m'y risquer. En fait, cette définition, elle ne vient pas de moi. En fait, je l'emprunte à un autre zététicien d'une autre époque, qui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Jean-Michel Abrassard et qui a fait un podcast récemment sur cette question-là. Qu'est-ce que la zététique pour lui? Et voilà, lui, il propose de dire que c'est un mouvement d'idées, un mouvement de personnes qui se sont regroupées pour militer. En fait, je pense qu'il y a vraiment une idée de militantisme pour la promotion de l'esprit critique et de la culture scientifique au sein de la société. Voilà. Moi, je trouve que cette définition, elle me va pas mal parce qu'elle regroupe pas mal de trucs. Et plutôt que de dire que c'est une discipline scientifique ou que c'est une méthodologie ou que c'est l'art du doute, je trouve que ça englobe un peu tout ça. Et ça dit que voilà, on est un groupe de personnes qui militent pour qu'il y ait plus d'esprit critique et de culture scientifique dans la population. Alors, la zététique, comme l'a dit Néchette au début, c'était beaucoup centré sur l'étude du paranormal, donc les sorcières, les maisons hantées, les ovnis, le magnétisme, voilà, les gens qui tordent des cuillères, ce genre de choses. Et un peu essayer de démontrer pourquoi, essayer de montrer les failles en fait de ces croyances-là. Et en fait, en faisant ça, les zététiques a agrégé, en fait, a rassemblé un ensemble d'outils pour mieux comprendre, pour mieux analyser ces croyances-là. Alors en fait, la zététique n'a pas vraiment produit en fait en soi des outils. En fait, elle a plutôt récupéré des outils de différentes disciplines scientifiques, notamment la philosophie des sciences, la psychologie, la rhétorique, les statistiques, l'analyse des médias, tout ça. En fait, la zététique crée une espèce de bagage, de mallette à outils qui va permettre à chacun de mieux comprendre en fait le rôle de ses croyances,
enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ces croyances et quel rôle elles peuvent jouer dans la société et comment comment on peut interagir avec. Donc, comme je l'ai dit au début, c'était plutôt paranormal. Alors aujourd'hui, il y a peut-être plus de champs d'application et ça s'intéresse plutôt à des questions de société comme la santé, l'écologie, toujours le paranormal, l'histoire, l'ufologie, le complotisme, etc. En fait, la liste est presque infinie. Et je vous ai mis à droite là une image de Pierre-Simon de Laplace, justement, qui était un des premiers bayésiens. Et du coup, c'est marrant de voir qu'il avait cette phrase qui est maintenant un peu un dicton en zététique. Le poids de la preuve pour une affirmation extraordinaire doit être proportionnel à son degré d'étrangeté. Donc ça veut dire que plus quelqu'un a une affirmation extraordinaire, plus la preuve qu'on doit demander est aussi extraordinaire, est aussi élevée. Donc là, on voit que c'est Laplace, qui était un bayésien, le premier grand bayésien, portait déjà en fait un dicton, une maxime qui est très connue en zététique. Et donc on voit déjà un peu le lien entre ces deux univers, quoi. Alors, donc le bayésianisme et la zététique, les atomes crochus. Alors oui, il y a comme on s'y attend, il y a beaucoup d'éléments qui font que la zététique et le bayésianisme se rapprochent. Donc déjà, les principes de la zététique, donc le rasoir d'Occam qui dit qu'il faut toujours privilégier l'hypothèse la plus parcimonieuse, et la maxime de Hume. Donc la maxime de Hume, en fait, c'est l'autre nom de cette affirmation qui a été donnée qui est donnée ici par Laplace. Maxime de Hume, et ça a aussi été donné par Sagan, ça s'appelle aussi le standard de Sagan ou de Troudy. Enfin, bon, voilà, cette idée-là, elle a été proposée par plein de personnes. Voilà, donc ces deux principes-là, donc le rasoir d'Occam et le maxime de Hume, elles peuvent être démontrées directement à partir de la formule de Bayes. Donc ça, c'est hyper pratique parce que en zététique, on a ces deux principes-là qui sont presque posés comme des dogmes de la zététique. On vous présente ça. Bon, évidemment, ça paraît hyper intuitif et voilà, c'est très bien en soi. Mais c'est vachement intéressant de voir que la formule de Bayes permet de retrouver ces principes-là. Et en fait, même de les enrichir, en fait, ça dit un peu plus, ça quantifie un peu plus ces notions qui sont un peu abstraites. Et d'ailleurs, en fait, cette démonstration-là, en fait, c'était le sujet de mon article que j'avais publié pour le Cortex. C'était un peu la clé de mon article, c'était la démonstration de ces deux principes à partir de la formule de Bayes. Et deuxième point, c'est qu'en zététique, on parle du curseur de vraisemblance pour quantifier son incertitude. Donc en fait, c'est parfaitement comme l'approche bayésienne. On utilise un curseur comme ça entre le faux et le vrai pour dire à quel point une proposition nous semble valable. Donc ça pourrait être complètement comme l'approche bayésienne. Bon, on va voir maintenant qu'il y a quand même quelques différences entre ces deux univers. Pardon. Donc, alors, je vais proposer quelques éléments qui, moi, me semblent être un peu une divergence entre bayésianisme et zététique. Donc, premièrement, certaines habitudes zététiques. Alors bon, il y a autant de zététiques que de zététiciens, donc je stigmatise pas et je dis pas que la zététique c'est comme ça, mais je dis que c'est des choses qu'on retrouve parfois dans certains discours en fait qui se proclament de la zététique, c'est d'avoir des habitudes, des discours un peu binaires. Donc ça c'est vrai, ça c'est faux, ou un argument est valide ou invalide, valable ou pas valable. Telle étude scientifique est valide alors que celle-là est invalide. Et ça, pour le coup, alors je dis, sans vouloir me positionner, peut-être des moments où c'est intéressant de le faire, mais pour le coup, c'est pas du tout bayésien. Le bayésien rejette totalement toute idée comme ça binaire, et lui aurait plutôt un curseur entre le vrai et le faux, et le valide et invalide. Un autre point qui me semble un peu crucial, c'est peut-être en détail pour le coup celui-là, c'est que la zététique, elle n'offre pas forcément une place centrale au curseur de vraisemblance. En fait, c'est un outil qu'on utilise de temps en temps, c'est un outil pédagogique pour présenter l'approche de zététique, mais ce n'est pas comme dans le bayésianisme l'objet central. Vraiment, le bayésianisme, c'est tout est des probabilités, tout est un curseur.
voilà, zététique, ce n'est pas son cheval de bataille, quoi. Troisième point, c'est que la zététique ne fournit pas de formule pour mettre à jour le curseur. Donc, on pourrait dire que ce qu'on appelle le curseur de vraisemblance en zététique s'arrête aux deux premiers points, deux premiers principes qu'on a vus tout à l'heure. Donc, le fait que tout est probabilité et qu'il faut mettre à jour ces probabilités. Mais ça ne donne pas la formule de Bayes qui nous dit comment mettre à jour ce curseur. Bon, pareil, ça reste un détail et c'est des choses qui sont d'ailleurs plus ou moins en train de changer parce que les liens entre bayésianisme et zététique sont de plus en plus importants depuis récemment. Mais le quatrième point, et ce qui me semble être peut-être le plus important et on va dire celui qui est identifié par les gens comme la plus grosse discorde entre zététique et bayésianisme, c'est sur la suspension du jugement. Donc la suspension du jugement, voilà, c'est dire qu'avant de croire une chose, on s'assure qu'on a des bonnes raisons de penser que c'est vrai. Donc ça, c'est un principe qu'on a en zététique, qui dit que tant qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, tant qu'on n'est pas suffisamment renseigné sur une question, alors on ne pose pas d'avis, on suspend son jugement. Et ça, c'est fondamentalement anti-bayésien. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est fondamentalement anti-bayésien parce qu'un bayésien a toujours un avis sur n'importe quelle question, qu'il connaisse ou qu'il ne connaisse pas. Alors, j'ai fait un petit dessin pour montrer cette différence-là. Alors, un bayésien, sur une question qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît très peu, va quand même poser un avis. Il va dire, voilà, moi je crois, a priori, du peu que j'en sais, je pense que c'est ça. Et de l'autre côté, le zététicien, sur une question qu'il ne connaît pas, il va suspendre son jugement. C'est-à-dire qu'il ne va pas poser. Il ne va pas dire c'est 50-50, il ne va pas dire c'est vrai, c'est faux. Il va dire, je ne me prononce pas. Et ça, c'est identifié par beaucoup de gens comme vraiment le point central de discorde entre zététique et bayésianisme. Alors, selon moi, on va le voir juste après, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, déjà, à première vue, on pourrait dire que la position zététique est quand même beaucoup plus prudente et beaucoup plus humble en fait sur ses connaissances et beaucoup plus, on pourrait dire qu'elle est meilleure, quoi, parce que voilà, elle ne va pas se prononcer si elle n'a aucune idée. Et que le bayésien, au contraire, est un peu arrogant et va donner son avis alors qu'il n'en sait rien. Alors, voilà, alors, peut-être l'argument des bayésiens, c'est de dire que en fait, on a toujours un a priori. On a toujours un minimum de connaissances sur une question. Donc, il faut en prendre conscience, il faut l'assumer. Et il ne faut pas se cacher qu'on a un a priori. Alors, pour vous donner un exemple tout bête, c'est si je vous demande quelle est la couleur préférée de Nicolas Sarkozy, vous n'avez aucun élément pour répondre à ça. Vous n'en savez rien. Et alors, un zététicien suspendra son jugement. Il dira je ne sais pas, je n'ai aucun moyen de répondre à cette question, donc je ne dis rien. Un bayésien, au contraire, va dire ok, certes, j'en sais rien de la couleur que préfère Nicolas Sarkozy, mais j'ai quand même des idées. Je sais que il y a plus de gens qui préfèrent le bleu que de gens qui préfèrent le jaune ou le violet. Donc, il est quand même plus probable que la couleur préférée de Nicolas Sarkozy soit le bleu ou le rouge. Voilà, donc lui, il va se positionner, même s'il n'a aucune idée, il va toujours partir du principe qu'il faut assumer sa subjectivité et assumer ses a priori. Donc voilà, donc c'est ce que j'écris là. Un bayésien a conscience de son a priori sur une question et il l'assume. Il pense que c'est bien de l'intégrer dans sa démarche. Mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un bayésien, il a conscience de son incertitude sur la question. Et il va revendiquer son opinion que quand cela est opportun. Voilà. En fait, il faut retenir qu'un bayésien, il a toujours une idée, il a toujours une opinion, mais ça ne veut pas dire qu'il donne toujours son opinion. Alors, je vous ai mis un petit dessin pour expliquer ça. Alors, imaginons que là, on a un gentil bayésien à qui on pose la question, pensez-vous que l'hydroxychloroquine est efficace? Voilà, pour quelque chose d'un petit peu d'actualité. Alors, il va avoir un avis. Alors, j'ai mis au hasard. Hein, prenons pas ça pour monnaie contente. Donc, voilà, il va avoir un avis entre le oui et le non. Mais il va aussi avoir un niveau d'incertitude. C'est-à-dire que, par exemple, il a plutôt l'impression que c'est oui parce qu'il a entendu à gauche, à droite, mais il sait aussi qu'il est très incompétent sur la question, il n'a pas du tout étudié la question, ce n'est pas son domaine de compétence, donc il a beaucoup d'incertitudes. Et donc à partir de là, il va dire qu'il ne sait pas,
et qui ne répond pas. Alors du coup, ça ressemble beaucoup à la position zététique. Le zététicien, lui, ne va juste pas mettre, enfin, ou en tout cas, il va dire qu'il ne met pas de curseur, quoi. Il va pas positionner son curseur entre le oui et le non, et il va répondre la même chose. Donc en fait, la différence est assez subtile entre les deux. Voilà, il y a juste que le bayésien, lui, reconnaît qu'il a un avis, mais il peut aussi reconnaître que son avis n'est pas assez pertinent pour le partager. Voilà, du coup, en fait, on arrive à la fin, à la conclusion. Ça va faire à peu près 1 heure. Donc voilà, le bayésianisme, comme on l'a vu, c'est une approche de la connaissance qui nous permet d'améliorer notre traitement de l'information qui est actuellement assez critique et assez, on va dire, dangereux pour notre avenir et le bonheur de la société, on va dire. Donc c'est une approche voilà, qui nous permet d'améliorer ça. Alors bon, est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'essayer d'améliorer notre rapport à l'information. Et donc cette approche-là consiste, pour l'essentiel, à appréhender le monde avec des probabilités. Alors déjà, c'est appréhender le monde avec des probabilités dans la manière dont je considère mes croyances, donc toujours sur un curseur entre 0% et 100%, dans la manière avec laquelle je les mets un jour. Donc, si possible, avec la formule de Bayes, ou du moins avec une approximation de la formule de Bayes, ou au moins le faire, quoi. Et également dans la manière dont je communique mes croyances. Alors, bon, là, je parle de croyances comme de connaissances. En fait, on ne fait pas vraiment de distinction entre les deux. Une connaissance, on va dire que c'est une croyance qui a une probabilité assez grande. Voilà, donc le fait de les communiquer, c'est aussi quelque chose de très important et qui est un des outils du bayésien. Et je pense que ces 3 choses-là sont vraiment primordiales et ça peut vraiment aider à mieux avoir une meilleure relation avec l'information et la manière dont on la communique. Alors, du coup, le rapport avec la zététique, c'est qu'en fait, la zététique et le bayésianisme, ça s'accorde assez bien. Alors, il y a quelques points de tension et de divergence, mais je pense qu'en fait, ils sont plus ou moins en train de disparaître en ce moment. Alors, notamment, il y a le travail de Christophe Michel sur la chaîne Hygiène Mentale qui s'intéresse beaucoup à cette question et qui a tendance à faire un rapprochement entre zététique et bayésianisme qui me semble tout à fait sain et tout à fait raisonnable. Mais donc voilà, en arrivant à la fin de cette conférence, enfin du moins de la première partie de la conférence, il reste un problème qui est un peu caché sous le tapis. C'est que la machine, c'est bon, on va dire qu'on sait comment traiter l'information qui nous arrive, comment la redistribuer. Mais la question qui demeure, c'est comment on nourrit cette machine. Et oui, parce qu'un bayésien dans une bulle, en fait, il sera le reflet de cette bulle. Donc, en fait, on peut être aussi bayésien qu'on veut, si on est dans une bulle idéologique, une bulle complotiste, une bulle religieuse, extrémiste, quoi que ce soit. En fait, si on reçoit que des informations comme ça, en fait, notre curseur, il va être complètement faux. En fait, on sera juste le reflet de cette bulle. Et donc, ce qui est aussi important que d'avoir une machinerie bayésienne efficace, c'est de consommer des bonnes informations. Voilà, et du coup, c'est un peu un teasing pour la deuxième partie de la conférence qui aura lieu mardi prochain. Mais voilà, bon, si vous n'êtes pas là mardi prochain, c'est quand même déjà, je pense, une bonne base d'avoir vu ça. Mais voilà, si vous voulez la suite, ça sera dans la deuxième partie. Voilà, mais du coup, on arrive à la fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver quelque chose d'intéressant. Et voilà, désormais, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre autant que je le peux. Merci à vous. Merci bien pour cette présentation, Nicolas. Alors, nous allons donc rentrer maintenant dans la partie des discussions, des débats. Alors, attends, excuse-moi. Oui.
En fait, j'avais coupé le son de mon ordi, donc je n'ai pas entendu ce que tu as dit depuis le début. J'étais juste en train de dire voilà, qu'on allait attaquer la partie des questions. Tu peux peut-être, à ce compte-là, arrêter le partage d'écran pour Ouais, qu'on pardon. puisse te revoir de manière plus, voilà, plus visible. Voilà, ça permet de mettre un petit peu d'humain dans les probabilités et les statistiques. Donc pour les questions, donc les personnes qui sont sur Zoom pourront intervenir directement, pourront poser directement la question. Sinon, pour nos amis qui sont sur Facebook, voilà, qui suivent en direct, ainsi que partagés sur plusieurs sites, j'ai vu la conférence. Voilà, si vous voulez poser des questions, il faut la poser du côté du chat et nous relayerons votre question à notre intervenant de ce soir, donc à Nicolas Martin. Voilà. Donc, en avant du côté aussi de Facebook pour les questions. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, comme je disais, ben, si notamment du côté de Zoom aussi, il y a des personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Voilà. Alors, ce qui serait sympathique pour nos amis qui sont sur Zoom, c'est d'allumer à ce moment-là leur caméra. Ça permettra de mettre un peu plus d'animation sur comment dire, sur les questions. Voilà. Nicolas, est-ce que je peux me permettre une question Oui. avant ceux de Facebook, etc. Et donc, en fait, je ne sais pas si je vais le bien formuler, mais dans la démarche scientifique, normalement, plutôt dans la démarche popérienne, le faux et le vrai n'ont pas tout à fait le même statut. C'est-à-dire que la vérité, c'est quelque chose qu'on met toujours à jour. Ça ressemble bien au bayésianisme que tu as présenté. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de bonnes informations qui me permettent de construire de mieux en mieux la vérité du moment. D'accord ? En revanche, la fausseté apparaît plus comme quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que je fais une hypothèse, je dis par exemple que les signes sont, enfin tous les signes sont blancs, et puis patatras, il y a un truc qui vient me contredire parce qu'on a trouvé un signe noir en Australie. Du coup, c'est une fausseté absolue, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est du domaine de la rhétorique, ce que je dis, ou comment tu arrives à le concilier, ces machins-là, avec le bayésianisme. Ouais, alors du coup, ce que tu présentes, c'est la position donc de Karl Popper, quoi, qui date du début du XXe siècle. Et en fait, je pense que cette vision-là, elle est plus vraiment partagée dans les milieux de l'épistémologie et de la philosophie des sciences. Je vais donner un exemple, peut-être pourquoi ça ne marche pas tout le temps. Admettons qu'on fasse des études sur l'efficacité de telle thérapie. Et on montre que voilà, il va y avoir différentes études. Il va y avoir une étude ici qui va être menée dans un laboratoire sur 20 personnes, une étude ici sur 5 personnes, etc. Il va y avoir 20 études qui vont dire c'est bon, ça marche, et une étude qui va dire non, ça ne marche pas. Parce que peut-être que le protocole n'était pas très bon, peut-être parce qu'il n'y avait pas suffisamment de patients qui ont été contrôlés. Et du coup, une des parties dit non, ça ne marche pas. Alors, du coup, d'après la vision popperienne, ça veut dire que les 20 premières confirment en fait que la théorie est vraie, et la 20e devrait du coup remettre tout en cause et du coup abandonner la théorie. Et ça, en fait, c'est un peu problématique. Et en fait, c'est pas ce qui se passe en vrai, c'est pas ce qu'on aimerait qu'il se passe en tout cas. Et du coup, je pense que du coup, la vision bayésienne, qui est, à mon avis, qui est un peu plus développée que celle que la vision popperienne, c'est de dire, OK, donc les 20 premiers vont augmenter ma crédence que ce traitement marche. Et la 21e qui dit que ça ne marche pas, ça va un peu baisser ma crédence, mais ça ne va pas anéantir en fait toutes mes connaissances sur ça. Je pense que c'est là la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, la vision popperienne, elle est plus partagée. Même si c'est en première approximation, c'est une bonne image. Dans les faits, je pense que c'est plus d'actualité. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est bien. Merci.
Bonjour, c'est Patricia. Eric, je ne peux pas mettre ma caméra parce que c'est toi qui me l'as coupée. Donc, je peux mettre le son, mais pas ma caméra parce que c'est toi qui me l'as coupée. Donc, je ne peux pas la... Désolé. OK. Oui, effectivement, je m'excuse. Tout à l'heure, j'ai coupé des micros qui étaient restés ouverts. Donc, normalement, tu dois pouvoir réactiver ta caméra. Ouais, c'est bon. Donc, désolé. Non, mais c'est pas grave. Hein. Donc, merci beaucoup. Le bouton entre micro et caméra étant juste côte à côte. Non, mais ça ne m'a pas choqué que tu aies tout coupé au démarrage, hein, mais c'est juste, je pensais pouvoir me reconnecter après, et puis finalement, non. J'ai eu un message qui me disait non, pas le droit. Désolé. Donc, oui, merci beaucoup, hein, Nicolas, pour cette conférence. C'est une approche intéressante, effectivement, mais moi, ce qui me gêne, c'est ce que tu as dit. Quand tu as dit que dans le bayésianisme, on n'allait jamais sur les extrêmes, c'est-à-dire jamais sur le 0 et jamais sur le 100. Or, quand il y a une connaissance qui est établie, pour moi, la Terre est ronde, par exemple, hein, c'est une connaissance. Le bayésianisme, il dira pas 100% à ce moment-là. Et ça, je trouve ça assez... ça me gêne quelque part. Et ouais, je pense que c'est gênant et c'est un peu contre-intuitif en fait de devoir abandonner le vrai et le faux. Mais en fait, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que déjà, il y a rien qui peut vous confirmer absolument que vous n'êtes pas en train de rêver, par exemple. Et du coup, à partir de là, peut-être qu'on vit sur une terre plate et que là, vous êtes en train de rêver qu'on est sur une terre ronde. Voilà, en fait, c'est des trucs qui sont vraiment ridicules et vraiment minimes, mais qui font qu'en fait, plutôt que de considérer à 100% que la Terre est ronde, ben, un bayésien va toujours considérer que c'est 99,99. Mais en fait, on peut mettre des centaines ou des milliers de 9 derrière. Et en fait, un chiffre comme ça, 99 avec 109 derrière, en fait, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir, mais c'est quasiment égal à 100. Et en fait, dans la réalité et dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, tout ce qui dépasse, on va dire, un certain seuil, on peut le dire vrai. On peut le considérer comme vrai. Mais dans les faits, en fait, donc, c'est plutôt tenir pour vrai, c'est-à-dire considérer qu'une affirmation est vraie. Mais dans les faits, elle ne l'est jamais absolument. On ne peut jamais être absolument sûr qu'elle l'est. C'est la position du bayésianisme, en tout cas. Ouais, mais c'est... C'est perturbant. Ça correspond bien. Ouais, c'est très perturbant, effectivement. Mais si ça correspond bien, par exemple, le boson de Higgs, l'expérience qui a été faite, les expériences qui ont été faites, que le boson de Higgs existe, en fait, il demande une probabilité de 5,9. C'est ce qu'on appelle un 100 millième dans la physique. C'est-à-dire que le fait qu'on ait vu quelque chose soit dû au hasard est égal à un 100 millième. Ouais. Mais, donc, ça, c'est la physique qui exige ça parce que c'est une science exacte. En revanche, en médecine, par exemple, 5% suffit, je crois. Ouais, voilà. C'est le fameux 5%. Bon. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la p-value. C'est à partir de... en fait, c'est quelque chose qu'on fixe pour savoir si ce qu'on dit peut être considéré comme vrai ou faux. Mais en fait, ça, c'est pas du tout une position bayésienne parce que le bayésien... ça, c'est une position qu'on va dire plutôt fréquentiste. C'est-à-dire que si on est au-dessus de la p-value, on va dire que c'est vrai et en dessous, on va dire que c'est faux. Et ça, du coup, c'est pas du tout bayésien. Bayésien, c'est plutôt de dire bah, c'est vrai à 99% ou à 83% ou à 91%. Mais en vrai, si ça vous gêne, de pas qu'il n'y ait jamais de vérité sur la Terre errante, par exemple, ben, si vous voulez, vous pouvez avoir un bayésianisme où au-dessus de 99,99%, on appelle ça vrai. Et du coup, ça revient au même. Excusez-moi, il y a des questions du côté du chat de Facebook, donc je vais en lire en tout cas une première. Alors, la question est la suivante. Alors, ce n'est pas vraiment posé comme une question, mais je pense qu'on peut la transposer comme une vraie question. En tout cas, je pense que ça mérite peut-être un éclairage de ta part, qui n'est pas finalement une question sur le côté technique de ce que tu as présenté. La question est la suivante. Je trouve compliqué d'argumenter avec des
probabilité face à des personnes qui ne veulent pas se remettre en question, excusez-moi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est un truc dont je voulais peut-être parler et que je n'ai pas fait. Alors, en fait, il y a quelque chose qui est vachement intéressant qui s'appelle l'entretien épistémique, qui est en fait une méthode qui a été développée notamment par un Américain il y a quelques années, qui explique comment on peut discuter avec quelqu'un comme ça qui ne veut pas se remettre en cause et qui est complètement buté et qui est complètement dans des croyances, on va dire, farfelues ou dans le complotisme, par exemple. Comment discuter avec ces personnes-là une proposition, c'est ce qu'on appelle l'entretien épistémique, c'est en fait, ça va être de forcer la personne à adopter un esprit critique, en fait, malgré elle, et notamment en lui posant des questions. C'est-à-dire que plutôt que d'aller vers la personne en lui affirmant des arguments techniques, etc., c'est plutôt essayer de comprendre, elle, comment elle a forgé sa croyance. Et en fait, ça passe par toute une série de questions. En fait, vous pouvez retrouver cette méthode sur Internet, comment ça se passe. Mais une des questions qui est importante, c'est de demander à cette personne à quel point tu crois à ça. Donc, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui va vous raconter que la Terre est plate, par exemple, vous pouvez lui demander ça. À quel point tu penses que ça, c'est vrai? Et en fait, du coup, c'est une des questions qui est vraiment une des premières questions qu'on pose dans l'entretien épistémique. Et en fait, ça force justement à la personne en face de vous à adopter une posture bayésienne et du coup à avoir plus d'esprit critique. Et du coup, je pense que c'est une première, c'est une première étape qui peut être intéressante. Alors après, c'est très possible que la personne vous dise 0% ou 100%. Mais bon, dans ce cas-là, c'est un peu raté. Mais après, vous pouvez essayer d'argumenter pour lui faire comprendre pourquoi 0% ou 100%, ce n'est pas une position qui est très tenable. Et après, voilà, on trouve un terrain d'entente pour essayer de faire évoluer en fait, ce chiffre vers quelque chose de plus raisonnable. D'accord. Merci pour ta réponse, Nicolas. Alors, nous avons une autre question qui est posée via le chat de Facebook. Alors, là, on revient sur un petit peu le côté, probabilité. Alors, la question est la suivante. Excepté le théorème de Cox-Janes, trouve-t-on d'autres références qui permettent de considérer les probabilités comme une extension du raisonnement d'un logicien aux situations d'incertitude? Tu veux que je relise la question? Oui. C'est-à-dire, excepté le théorème de Cox-Janes, trouve-t-on d'autres références qui permettent de considérer les probabilités comme une extension du raisonnement d'un logicien aux situations d'incertitude? Oui, alors là, je pense qu'on atteint plus ou moins les limites de mes connaissances, mais bon, je sais qu'il y a au moins un autre théorème ou un autre argument, en tout cas, qui permet d'aller dans ce sens-là, qui s'appelle l'argument du Dutch Book, donc c'est le livre hollandais. Voilà, alors je peux juste donner la référence, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je sais que ça va dans ce sens-là. Mais je crois que je ne pourrais pas donner plus d'informations là-dessus, mais je pense que c'est trouvable en ligne et je pense je pense qu'en effet, le bayésianisme est une extension de la logique. Mais là, s'il faut que j'argumente comme ça, je n'ai pas les références et je ne vais pas me mouiller. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres questions sur le chat de Facebook. Donc, si nos amis de Zoom qui sont sur Zoom veulent poser des questions, qu'ils en profitent. Voilà. Juste pour rigoler, un bayésien, il mettrait où l'existence de Dieu sur son... il est où son curseur par rapport à l'existence de Dieu? C'est juste pour rigoler. Hein. Alors, un bayésien alors, s'il a un niveau d'incertitude trop bas, il va dire qu'il ne sait pas, même si quelque part, il a quand même un curseur. Mais je ne sais pas, probablement c'est bas, mais c'est assez subjectif en fait. Tous les curseurs bayésiens dépendent de la personne et dépendent des expériences qu'il a eues. Mais probablement assez bas, pour dire vrai. Est-ce que tu peux creuser, s'il te plaît, parce que tu parles de temps en temps qu'un bayésien doit avoir toujours une position, par exemple, il va affecter 30% à une croyance qu'il a, et en même temps, tu parles de l'incertitude. Donc, en fait, il y a deux probabilités qui sont en jeu là. Est-ce que tu peux développer un peu cette question? Oui. Oui, alors, bon, du coup, je pense que
je ne sais pas si c'était clair, le fait qu'un Bayésien il doit toujours avoir une croyance, mais en fait, plus parce que dans les faits, on a toujours une croyance et il faut l'assumer, il faut la prendre en compte et il ne faut pas la cacher. Donc, en fait, on a cette croyance-là. Mais après, est-ce qu'il est pertinent en fait d'utiliser cette croyance? Par exemple, moi, si on me demande mon avis sur telle ou telle thérapie, j'en sais rien, et que donc j'ai un avis parce que je suis bayésien, j'ai un avis. Si j'en sais absolument rien, mon avis sera 50-50, mais j'ai un avis. Et après, je considère, est-ce que mon avis, en fait, voilà, il faut arriver à quantifier aussi son incertitude. Ça, Voilà, c'est notre gros problème, en fait. Parce que pour quantifier son incertitude, en fait, souvent, on a tendance à surestimer en fait, nos connaissances sur un sujet. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Et du coup, on va avoir tendance à sous-estimer notre incertitude et on va dire, à donner notre avis sur tout. En fait, il faut avoir conscience souvent que notre incertitude, elle est plus élevée que ce qu'on croit. Et en fait, pour arriver en fait, à se rendre compte de ça, je pense que, moi, peut-être que le fait que dans ma vie, j'ai été confronté à plein de problèmes scientifiques où en fait, des trucs qui étaient intuitifs à la base sont révélés faux. En fait, ça m'a montré qu'en fait, il faut souvent être assez prudent sur ce qu'on pense être vrai et souvent douter et avoir de l'incertitude. Et du coup, moi, j'ai tendance à mettre mon niveau d'incertitude assez élevé et du coup, ne pas me prononcer sur des sujets que je considère qui peuvent avoir des conséquences importantes, quoi. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder, en fait. C'est mon incertitude par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Donc, en fait, celle-là ne rentre pas dans une formule mathématique. Pas dans la formule de Bayes. Non, c'est pas dans la formule de Bayes directement, mais en fait, je pense qu'on peut faire évoluer également son curseur de certitude, de certitude. D'accord. Pareil avec la formule de Bayes, c'est-à-dire que dès que j'ai une nouvelle information et que je me rends compte que j'ai dit une connerie ou qu'en fait il y avait beaucoup plus de choses à savoir sur la question, et mon incertitude va augmenter et du coup je vais être plus prudent sur ce sujet-là. D'accord. Donc oui, en fait on pourrait dire qu'à la limite sur toutes les questions, sur toutes les propositions, on devrait avoir deux curseurs en fait, un sur notre avis sur la question et un sur notre certitude sur la question. D'accord. Okay. Oui. Est-ce que vous avez eu un peu de pratique à ce sujet? C'est-à-dire que, donc, tu as écrit ton article qui est certainement très bien, mais est-ce que ça a été un peu utilisé, l'approche bayésienne, pour l'étude d'une question à travers la zététique, etc.? Alors, pas, on va dire, de manière formelle. Enfin, j'ai pas écrit d'article ou quoi sur ce genre de questions. Ah si, oui, si, carrément. Pardon, je viens de me rappeler. En fait, j'ai proposé un article où j'appliquais en fait cette approche bayésienne au cas du Covid et en fait aux théories du complot par rapport au Covid. D'accord. Ce que je faisais, c'est que je listais en fait un ensemble de faits, un ensemble d'informations qui peut nous arriver et comment en fait chacun de ces faits-là me modifie ma croyance dans le fait qu'il y aurait un complot sur le Covid. Et en fait, voilà, genre je liste. Ça, c'est un autre truc qui est assez important et que je n'ai peut-être pas souligné. C'est que, en fait, là j'avais listé 5 points et par exemple, pour chaque point, j'avais 90% de chances de penser que c'était pas une théorie du complot et 10% de chances que c'était une théorie du complot. Admettons, je ne sais plus les chiffres, mais quelque chose comme ça. Donc 90%, 10%, 90%, 10%, 5 fois. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin, si on fait le calcul, ça ne va pas arriver à 90%, 10%. Parce qu'en fait, ça se multiplie. Et en fait, on va arriver, si 5 fois d'affilée, on est à 90-10, bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on va arriver à 99,999% contre 0,0001%. Oui. Du coup, en fait, je pense que c'est un truc vachement important, c'est de se rendre compte que des petits éléments comme ça, qui ne sont pas forcément, qui peuvent être un peu remis en doute, etc., mais qui s'accumulent, en fait, ça fait très rapidement
parce que ça augmente exponentiellement, ça fait très rapidement des grosses convictions, quoi. D'accord. Et c'était quel complot en fait? Non, c'était de ça manière pas générale. important. De manière Oui, générale, ce qu'il peut y avoir en compte. d'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a des références un peu accessibles au grand public sur le bayésianisme? Oui, alors oui, carrément, je pense que Donc, si tu peux en donner un. Ouais, j'aurais pu en parler. Moi, ce que je donnerais, qui m'a beaucoup inspiré pour mon travail, c'est le travail de Christophe Michel. Donc, c'est la personne qui tient L'hygiène mentale, oui. Ouais. Et qui a fait une vidéo vraiment de très bonne qualité, parce qu'en plus, lui, il a des très bonnes compétences en graphisme, et du coup, il y a des très jolis dessins, mieux que les miens, je pense, et qui permet vraiment d'avoir une représentation visuelle de ce que c'est, et qui sont assez bien argumentés. Et du coup, lui aussi, donc c'est quelqu'un qui vient de la zététique, et lui aussi fait vraiment le lien entre zététique et bayésianisme. Après, pour le bayésianisme en général, je donnerais le nom de Lee Nguyen Wang, c'est celui qui a la chaîne Science for All, et qui avait fait un bouquin comme ça, qui parle du bayésianisme, qui s'appelle La formule du savoir, et qui a aussi fait, je pense qu'on doit être à une quarantaine ou une cinquantaine de vidéos. Donc en fait, il a une série sur le bayésianisme, et on est à 40 ou 50 vidéos sur le bayésianisme, donc il a beaucoup de choses à dire. Donc si vous êtes très intéressé par la question, vous pouvez y aller. Mais bon, ça rentre vraiment dans certains détails assez techniques, qui peuvent en rajouter certains, mais il y a quand même des vidéos plus générales qui sont intéressantes. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de bayésianisme sur YouTube récemment, ou par livre. C'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis peu. Alors, nous avons une question qui est posée sur le chat, donc je vais la lire. Alors, la question, il y a une partie très, très, très longue. Alors, je vais commencer par une première partie pour voir si voilà, c'est, comment dire, plus facile à commencer. Voilà. Alors, la question est la suivante. Y a-t-il un moyen, dans le modèle bayésien, de quantifier le fait que la crédence est plus ou moins justifiée? Alors, vous pouvez répéter la question parce que je ne suis pas sûr. Je vais répéter la question, je vais lire aussi la suite, mais c'est vraiment la personne qui a posé cette question fait un long développement dessus. Alors, malheureusement, je ne peux pas transmettre en direct la partie écrite. Voilà. Alors, la question, c'est, y a-t-il un moyen dans le modèle bayésien de quantifier le fait que la crédence est plus ou moins justifiée? Alors, la personne, après cette question, dit, je m'explique. Imaginons que je n'ai aucune connaissance sur une théorie rare. Je pense que alors, par exemple, si du bas de 10, je pense que la personne veut parler de... prenons une personne qui ne connaît pas du tout un sujet, par exemple la question de l'hydroxychloroquine. La personne ne connaît pas du tout le sujet, on lui demande qu'est-ce que vous en pensez. Elle a un curseur à 50%, 50-50, j'en sais rien. Et on prend une autre personne qui a fait des années d'études, qui connaît très bien le sujet et qui elle, a très bien taffé le truc. Et pour elle aussi, cette personne-là, c'est à 50%, parce que malgré tout ce qu'il a appris, tout ça, ça reste un peu flou, etc. Et du coup, je pense que la question, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a un moyen, en fait, de faire une différence entre une personne qui n'en sait rien et qui est à 50, et une personne qui est très informée sur la question et qui est à 50. Je pense que c'est peut-être ça la question. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est une question intéressante que tu as formulée. Réponds. Alors, la personne qui a posé la question vient de faire un petit complément sur le chat en disant donc que c'était pour ce qu'elle dit, voilà, elle parle de crédence, de la crédence, en quelque sorte. Voilà. Pour elle, je cite, l'idée est justement de différencier une incertitude naïve d'une incertitude renseignée, ce qui me paraît être effectivement une vraie question. Voilà, exactement. Alors, c'est une question aussi que je me suis posée pas mal. En fait, je renverrai encore à ce que je disais par rapport au niveau d'incertitude. Voilà. En fait, la seule différence entre ces deux personnes-là, donc la personne qui est naïve et qui ne connaît pas la question, on va dire, et la personne qui connaît beaucoup la question, mais qui a le même niveau,
La seule différence, ça va être sur comment elle va communiquer en fait, cette information-là. En fait, ça va dépendre de son incertitude. C'est-à-dire que si la personne connaît très bien la question et sait que, et elle est à 50-50, va avoir une certitude très haute sur sa connaissance, alors que l'autre devrait avoir une certitude très bas. Et du coup, si à une personne, on lui demande qu'est-ce que vous en pensez de la question, c'est qu'il y a une certitude très basse, on va dire j'en sais rien, c'est qu'il y a une certitude très haute, va dire blablabla, ce qu'elle en sait quoi. Ça serait ma réponse. Je ne sais pas si c'est le plus satisfaisant, mais aujourd'hui, c'est comme ça que moi, je le vois en tout cas. D'accord, merci. Donc, alors, la personne qui a posé la question confirme bien que c'était ça sa question. Voilà. Il y avait une incertitude sur la question. Alors, je vais reporter une nouvelle question qui a été posée. Alors, la question est la suivante. Quel est l'impact de nouvelles théories, dans le sens où on peut en créer une infinité sur un sujet? Alors, la question qui est ensuite développée, c'est est-ce que plus je crée de théories avec une P non nulle, plus ma croyance en ma théorie la plus plausible est faible? Alors peut-être qu'il faudra expliquer pour les non-habitués aux probabilités le P non nul. Voilà. Je pense que je comprends la question. En fait, reprenons l'exemple de la Terre ronde. Donc, on va prendre des chiffres qui n'ont pas forcément trop de sens, mais pour que ce soit plus simple, on va dire que je crois à 99% que la Terre est ronde et à 1% que la Terre est plate. Bon, c'est pas vrai, il ne faut pas isoler cette phrase-là. Donc 99% pour la Terre ronde et 1% pour la Terre plate. Et admettons que quelqu'un arrive en me disant la Terre peut être aussi carrée, ou je sais pas, cubique. Du coup, il faudrait que je la rajoute, cette théorie, dans mes calculs. Et par exemple, je vais aussi lui accorder 1%. Du coup, ça veut dire que ce qui reste de ma probabilité que la Terre soit ronde, c'est plus que 98%. Et en fait, si on continue comme ça, d'ajouter des théories, la Terre, c'est un prisme, la Terre, c'est une pyramide, petit à petit, ma probabilité que la Terre est ronde va passer à 0%. En fait, du coup, ça, je pense que c'est ce que la personne propose. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui se passe, selon moi. Parce que y a un truc qui est très important, qui est important en bayésianisme et que je ne vais pas parler, c'est qu'en fait, de base, on est censé considérer toutes les théories possibles. En fait, voilà. En fait, dire la Terre est ronde ou la Terre est plate, un bayésien ne ferait pas ça. Le bayésien, il va prendre toutes les possibilités. Alors, ce qu'il peut faire, c'est dire la Terre est ronde et la Terre n'est pas ronde. Là, au moins, on a toutes les possibilités, parce que c'est une chose et son contraire. Mais sinon, en fait, un bayésien va... Bon, en théorie, en fait, on peut jamais calculer toutes les théories ensemble, mais on pourrait avoir, par exemple, dire, je crois à 99% que la Terre est ronde, à 0,5% qu'elle est plate, et à 0,5% pour tout le reste, sans vraiment que je m'intéresse à qu'est-ce qui peut être le reste. Et en fait, du coup, si quelqu'un me propose quelque chose d'autre, ça va s'intégrer dans ce reste-là. Mais en fait, tout le temps, en fait, quand on essaie de répartir ces probabilités entre différentes idées, il faut tout le temps qu'on considère toutes les théories possibles pour pas qu'il y ait justement de nouvelles théories qui puissent s'ajouter. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, je crois, la définition d'un univers pour les probabilités, voilà, ou un truc comme ça. Oui. Exactement. Ouais. En fait, non, il faut que ça soit une partition de l'univers, je pense qu'on dit. L'univers, c'est toutes les possibilités, et une partition, c'est un découpage de cet univers-là. Donc, si je dis ronde et pas ronde, par exemple, c'est un découpage possible. Et si je dis ronde, plate et autre chose, c'est aussi un découpage possible. Merci bien. Alors, pour l'instant, je n'ai plus de réponses, enfin de questions du côté du chat. Voilà, donc il est déjà 22 heures passées. Donc, soit on peut prendre éventuellement une dernière question, soit s'il n'y en a pas, eh bien, nous pouvons à ce moment-là penser à arrêter la soirée, donc arrêter la conférence, enfin la visioconférence. Voilà. Nous remercions de nouveau Nicolas Martin. Je vous remercie encore de nouveau. C'était. Voilà. Alors, il faut laisser un petit peu de temps pour le chat sur Facebook, le temps qu'on a un petit décalage pour le replay intégré et le temps que les gens ont besoin rédigent les questions. Voilà. Oui, merci beaucoup. En tout cas, Nicolas, je serai là la semaine prochaine pour la suite. Oui.
Merci, j'ai essayé de teaser pour mais... Tu nous as bien mis en appétit, en tout cas. Parce que là, ça a tendance à être plus zététique la prochaine fois, d'ailleurs, parce que la qualité des informations, c'est ce qui pose problème, quoi. Mais oui, du coup, tant mieux. Mais je pense que la semaine prochaine, ce sera aussi un peu plus léger. Je pense le contenu, là, il y avait beaucoup de choses dont je voulais parler aujourd'hui. La semaine prochaine sera peut-être plus léger et du coup, on pourra peut-être prendre plus d'exemples, plus de temps pour faire des exemples. Donc, apparemment, nous n'avons pas de questions. Nous avons des remerciements. Donc, voilà, apparemment, du côté du public, en tout cas pour ceux qui ont répondu sur le chat, voilà, ils te remercient beaucoup pour cette présentation. Donc, j'espère les retrouver la semaine prochaine pour la suite. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci pour ceux qui nous regardent en direct. Merci à ceux qui regarderont cette conférence en replay, puisqu'elle sera disponible sur notre page Facebook pendant de longs mois. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Merci.